pour ceux qui connaissent Boussac, donc aurait bien été écrit, puisque le dialogue est situé dans l'espace, dans l'école Pauline Roland à Boussac. Et par rapport à M. Bruno Viard qui parlait de Serge Audier, qui est un philosophe actuellement en France, qui a écrit La Cité écologique, et qui a fait une recherche pour retrouver ce que dans la gauche, dans le socialisme, il y avait à l'origine de liens avec l'écologie. Et bien il cite ce texte de La Terre, que vous allez pouvoir entendre maintenant. Des extraits, c'est des extraits. Vers la fin de juillet dernier, par un beau jour, nous étions tous deux accoudés sur le petit mur qui ferme à l'est notre établissement, entoure la cour de derrière et termine le jardin. Je lui montrais devant nous un enclos tout brillant de végétation et des prairies déployant à la suite de riches tapis de velours vert. Voilà les terres bonnes et belles, et voilà un joli point de vue. L'horizon est borné sans doute, mais les arbres sont si beaux, ils ont des proportions si élégantes et si pures. L'encadrement qu'ils forment à ce coin de terre est si vague dans ses contours que je n'ai jamais vu d'espace à la fois plus fini et plus étendu, de limites plus proches et en même temps plus insaisissables. N'êtes-vous point de cet avis? Ne trouvez-vous pas qu'ici tout a un air de grandeur? Voyez-vous cette belle ligne de verdure qui serpente et suit le cours du ruisseau coulant à ses pieds? Que de richesses sont là réunies, que d'essences diverses, des aulnes, des bouleaux, des frênes, des ormes, de grands chênes dont les larges broches ressemblent à des mains étendues, des noyers aux pores majestueux, çà et là, creusés, des antres de feuillage retraites, aimées par ces belles vaches que vous voyez là. Elles y viennent se réfugier contre l'ardeur du midi et ruminer en silence, presque immobiles, tournant de temps à autre leur tête avec une lenteur pleine de grâce pour chasser quelques mouches importunes. Le soleil n'a point encore tous ses feux et elles pèsent tranquillement au milieu du pré, dans une béatitude que nous pouvons à peine concevoir. La vie d'être diffère de nous à tant d'égards, nous est cachée dans sa profondeur. Nous ne saurions la pénétrer complètement. Toutefois, n'oublions pas que c'est la vie, et soyons impressionnés à ce titre. Admirons et aimons la vie, partout où elle circule abondamment. La vie est belle dans ces animaux, elle est belle dans ces plantes, dans ces arbres, dans le moindre brin d'herbe, dans la moindre parcelle de terre. Et la vie dans la terre n'est pas seulement belle, elle est bonne aussi. Mais les hommes ne comprennent pas la terre, et la bonté de la terre. La beauté, je ne dis pas. Certes, dans ses formes, dans ses lignes, dans sa disposition, la terre est belle. On peut même dire qu'elle est belle partout, et qu'il n'est point de lieu entièrement déshérité de ce qu'on appelle le paysage. Mais pour être bonne, c'est autre chose. Et quoi? Niez-vous donc la bonté de la terre? Mon Dieu, je ne nie pas absolument que la terre n'ait sa bonté. Je constate seulement les effets de ses rapports avec l'homme, et ces effets me paraissent chétifs et misérables. Laissons un instant de côté la poésie, et dépouillons les objets de ces prestiges dont les part votre imagination. Voyons les choses dans leur nudité. Voyons maintenant vos prairies. Vos prairies se composent de 4 ou 5 petits prés d'une belle apparence, je l'avoue. Combien pensez-vous qu'ils produisent de voitures de foin? Vous n'avez aucune donnée à cet égard, et vous n'êtes pas habitué à des calculs approximatifs de ce genre. Moi-même, je n'y suis point trop habile. Toutefois, soyez sûr d'une chose, c'est que le propriétaire est trompé, et que chaque année, il a moins qu'il n'avait espéré, moins qu'il n'a eu les années précédentes, moins que ses ancêtres n'ont eu. C'est ainsi que tous les produits s'amoindrissent, que tout décline et tend à diminuer. Le problème matériel vous presse, et vous êtes forcé d'appeler de vos vœux à un nouveau progrès, une science nouvelle en agriculture.
Mais cette science nouvelle, elle existe. Elle s'est manifestée et elle a déjà porté ses fruits. Or, si vous la connaissez, vous devez la qualifier d'infâme, puisqu'elle a pour effet misérable de dépeupler les campagnes, d'en chasser les paysans. Mais voyez quelle excellente preuve de la bonté de la terre. La science a établi quelle perte énorme c'était que le fumier déposé en 1000 endroits différents par des animaux libres, et l'on est dès lors arrivé à conclure qu'il fallait tenir les animaux dans une stabulation perpétuelle. Vous parliez d'animaux qu'on rend malades en les engraissant outre mesure, et vous oubliez de dire ceux qu'on tue par la privation continuelle du grand air et du mouvement, tant il est important de ne pas perdre la moindre bribe de fumier. Le mode nouveau en agriculture a donc ce double effet de chasser les hommes de la terre, leurs bras étant devenus inutiles, par conséquent de les contraindre d'aller mourir de faim dans les villes d'industrie, et de sacrifier un grand nombre d'animaux par intérêt pour la conservation intacte de leur fumier. C'est à des impiétés de ce genre, à des attentats, à des crimes contre la vie que condamne la dureté et l'infécondité du sol. Sont cela les progrès que vous attendez de l'agriculture? Et ne voyez-vous pas que, bien loin de tendre à la réunion des hommes, ils tendent de plus en plus à la dissolution et à la mort? Attendez, et vous verrez bientôt cette agriculture passer d'Angleterre en France et envelopper toute la partie méridionale de l'Europe. Déjà, des événements qui étonneront et répandront l'épouvante préparent sa venue. La question du libre-échange s'agite. Avant peu, nous aurons le libre-échange. Or, les effets prochains et presque immédiats du libre-échange se caractérisent par ces trois termes, dont le premier précédera de quelque peu les deux autres. Activité dévorante, suscitée par un mouvement soudain imprimé à tout le commerce du monde. Recrudescence de tous les maux et nouvelle invasion. La guerre, vous le savez, la guerre n'a plus lieu avec le fer. La guerre se fait avec l'argent, avec le capital. Eh bien, nous aurons à la fois, avec le libre-échange et par le libre-échange, une invasion des capitaux et une invasion de produits étrangers. Les peuples du Nord, à la tête desquels marche l'Angleterre, se feront exclusivement manufacturiers. La France, l'Italie, l'Espagne rentreront dans leur voie naturelle et se tourneront vers l'agriculture. Mais quelle agriculture, grand Dieu! Comme jadis les barbares, les grands capitalistes du Nord, s'alliant avec ceux du Midi, s'empareront de toute la terre et la cultiveront en industriels, c'est-à-dire avec l'esprit anglais. Ils auront donc, comme je vous le disais, des bestiaux et des prairies. Des bestiaux pour engraisser les prairies et des prairies pour engraisser les bestiaux. Mais d'hommes, de travailleurs, point. Vous me demanderez alors, pour qui produiront-ils donc? Non certes pour les pauvres et les prolétaires qui seront incapables d'acheter. Ils produiront pour tous les riches de la terre. Car n'oubliez pas que dans ce système, les Anglais devenant les commissionnaires du monde, leurs vaisseaux voyageront d'un bout de l'univers à l'autre. Quant aux pauvres et aux prolétaires, vous savez ce qu'ils deviennent en Irlande? Ils iront premièrement s'engloutir dans les ateliers du Nord. Mais ils sont si nombreux, ils mourront. Ils mourront de maladie, de froid, de faim, par millions, à moins que... Je vous entends. Ah, vous ne voyez pas d'autre salut pour les prolétaires? Eh bien, je vous dis, moi, qu'ils peuvent se sauver par une autre issue. Les pauvres, les prolétaires peuvent se sauver. Vous avez décrit toutes les conséquences funestes du libre-échange. Laissez-moi vous montrer quels pourront être ses effets bienfaisants. Oui, le libre-échange sera, cela est fatal, nécessaire, providentiel même, dans un sens très élevé. Les puissances gouvernementales de l'Europe, que meuvent des intérêts de pure conservation, sont en même temps sollicitées par une force irrésistible qui les entraîne au-delà de tout ce qu'elles peuvent attendre.
La petitesse de leur vue va servir aux grandes vues de la providence. Tant est puissante la main qui les pousse et pousse le monde. Vraiment, discuter le libre-échange et son admission, c'est discuter la question de savoir si l'Empire romain devait être, si l'on devait ou non arrêter l'invasion des barbares. Enchaînez donc les grands vents quand ils s'élèvent et couvrent la terre de leurs rafales. Le libre-échange viendra et avec lui s'opérera la fusion de tous les peuples. Toutes les barrières seront brisées, les nationalités dissoutes. Les peuples se pénétreront mutuellement. Il n'y aura même plus de peuples. Il n'y aura que des individus, conduits par l'appât du gain ou par la nécessité de la vie. Dans cet entraînement, les gouvernants pourront-ils s'arrêter? L'individualisme, manifesté en eux, les poussera toujours. Il faudra bien qu'ils s'accordent à l'état du monde. À ce spectacle d'une unité matérielle, semblable à celle de l'Empire des Césars, sans foi, sans idéal et sans moralité, sans religion, répondra le spectacle de la plus grande liberté individuelle possible, puisque ce sera au nom de cette liberté, sous le nom d'affranchissement du commerce, que l'unité grossière dont je parle aura pu se former. La liberté des cultes, la liberté de la presse, la liberté d'association, la liberté de l'enseignement seront donc filles du libre-échange. Ceux qui proclameront ces libertés en frémiront peut-être, mais la voix qui parlera en eux sera plus forte qu'eux-mêmes. N'est-ce pas ainsi qu'on vit autrefois les plus vils des empereurs accorder la liberté aux esclaves? Vous blâmiez l'attache de nos paysans à la terre, et vous n'aviez point raison. L'attache de l'homme à la terre est basée sur le sentiment profond, inconscient sans doute, mais indestructible du lien qui l'unit à elle. Ne tombons pas dans la même erreur que les chrétiens. L'attrait pour la terre est légitime. Seulement, il ne faudrait pas que cet attrait se fît sentir à chacun dans la division, dans la caste, dans la propriété caste, mais dans l'association, dans la charité, dans l'amour, dans la solidarité. Donc, dirais-je aux prolétaires, quittez vos villes, associez-vous saintement, pacifiquement, sous l'égide des lois, réunissez ensemble tous vos gros sous, et vous aussi, ayant le capital, achetez la terre, achetez les brandes incultes, achetez les communaux, puisqu'on les vend, et vivez en les défrichant sur ces brandes et ces communaux. Il y a en France 12 millions d'hectares de terres arides et incultes que les riches possèdent. Comment pourraient-ils songer à vous en refuser la transmission légale? De même, ils courront au-devant de cette idée de vous en faire l'abandon, car ils verront là, et avec raison, un moyen de vaincre les difficultés qui s'élèvent à l'occasion des salaires et des subsistances. Vous serez 1000 pour un, 1000 pauvres pour un riche, à posséder la même quantité de terre. Et tel que vous serez, vous vaudrez 100 000 riches désunis, vous vaudrez tous les riches du monde. Et si vous êtes unis dans une religion commune, organisée suivant le fond de la nature humaine, et si enfin vous compreniez bien le lien qui vous unit à la terre.